Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup de couples se posent. Comment on officialise sa vie à deux en France? Mariage, pax, concubinage, il y a trois grandes options et chacune, vous allez voir, a ses propres règles du jeu. Parce que oui, la question n'est pas seulement sentimentale, c'est aussi et surtout un choix juridique, un choix financier, qui peut avoir des conséquences vraiment importantes. Alors, c'est parti, on plonge dans le sujet pour y voir plus clair. Pour bien comprendre, on va procéder par étapes. On va explorer chaque option, en partant de la plus simple à la moins encadrée, pour aller vers la plus complexe et la plus protectrice. On commence donc par ce qu'on appelle le concubinage. C'est souvent la situation par défaut pour les couples qui vivent ensemble sans avoir fait de démarche particulière. Voilà, c'est ça le point clé. C'est une union de fait, pas une union de droit. En gros, la loi ne vous reconnaît pas vraiment comme un couple. Ça veut dire quoi? Eh bien, une flexibilité totale, c'est sûr, mais en face, la protection juridique, elle est quasi inexistante. Ici, les principes sont simples à retenir. C'est la liberté maximale. Pas d'obligation, pas de cadre. Mais ça marche dans les deux sens. Chacun gère ses biens, chacun est seul responsable de ses dettes. Et en cas de pépin ou de séparation, eh bien, la loi ne prévoit rien. C'est cette absence de protection qui peut mener à une vraie précarité juridique. Alors ce chiffre, 60%, il fait mal. C'est le montant des droits de succession que le partenaire survivant devra payer sur l'héritage. Oui, 60%. C'est énorme. Et la raison est simple. Pour le fisc, un concubin, c'est un étranger, pas un membre de la famille. C'est un choc, mais c'est la réalité juridique du concubinage. Bon, maintenant montons d'un cran en termes de protection avec la deuxième option, le PACS. Là, on entre dans un cadre contractuel, beaucoup plus formel. Le mot-clé ici, c'est bien sûr contrat. Le PACS, c'est un accord officiel pour organiser sa vie commune. Et par défaut, le principe est simple, la séparation de biens. Chacun reste propriétaire de ce qu'il achète. Et là, on voit tout de suite les grands avantages par rapport au concubinage. D'abord, la fiscalité. On peut déclarer ses impôts ensemble. Surtout, en cas de décès, le partenaire survivant ne paie aucun droit de succession. C'est un changement radical. Attention quand même, pour les dettes, la solidarité ne joue que pour les dépenses du quotidien. Et on arrive à la troisième option, la plus engageante, le mariage. Le mariage, c'est bien plus qu'un contrat, c'est une institution qui crée le lien juridique et financier le plus solide qui soit. Et tout commence par un socle de règles qu'on ne peut pas négocier. C'est une notion fondamentale à comprendre. Avant même de choisir si on veut mettre ses biens en commun ou pas, la loi impose à tous les couples mariés des droits et des devoirs de base. C'est le régime primaire. Ce socle commun, il repose en fait sur un équilibre. D'un côté, l'autonomie, chacun est libre de travailler, de gérer son argent. De l'autre, la solidarité, on est responsable ensemble des dettes du ménage. Et enfin, un pilier essentiel, la protection du foyer. Impossible de vendre le logement familial sans l'accord des deux. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a ce socle commun, il faut faire un choix financier majeur qui va définir comment les biens seront gérés pendant toute la durée du mariage. C'est ce qu'on appelle le régime matrimonial. Alors, si on ne fait rien, si on ne signe pas de contrat de mariage chez le notaire, la loi choisit pour nous. Et le régime par défaut, c'est la communauté réduite aux acquêts. En français simple, ça veut dire que tout ce qui est acheté ou gagné pendant le mariage appartient aux deux, à 50-50. Ce tableau résume bien les deux philosophies. À gauche, le régime par défaut, la communauté. On met en commun ce qu'on construit ensemble. Ce qui était à soi avant le mariage ou ce qu'on reçoit par héritage reste personnel. À droite, la séparation de biens, qui nécessite un contrat. Chacun reste propriétaire de ce qu'il achète avant comme pendant le mariage. Bon, maintenant qu'on a vu les détails de chaque option, la grande question c'est, concrètement, quel statut choisir en fonction de son projet de vie? Ce tableau final, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. On voit très clairement la montée en puissance de la protection. Le concubinage, c'est la séparation quasi totale. Le PACS, c'est un entre-deux qui protège surtout fiscalement. Et le mariage, c'est l'union la plus complète, avec un partage des responsabilités et une protection maximale en cas de décès. Finalement, au-delà de tous ces aspects juridiques, la question est beaucoup plus personnelle, n'est-ce pas? Il s'agit de trouver le cadre qui correspond vraiment à son histoire, à son projet commun. Parce que, au fond, le plus important, c'est de choisir en sachant exactement dans quoi on s'engage. C'est ça la clé pour bâtir un avenir à deux en toute sérénité.